Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Elle a 41 ans, deux enfants et une passion débordante pour l'aventure et le sport. Cette femme est une pionnière dans le monde de l'agriculture régénérative. Cette semaine, Fanny Corpé a partagé son parcours inspirant et ses initiatives avec moi. Elle est à la tête de Lively Earth, un collectif à but non lucratif dédié à la promotion de l'agriculture régénérative en Europe, travaillant sans relâche pour un avenir plus durable. Fanny a passé 9 ans à San Francisco, cœur de l'innovation technologique, avant de revenir en France avec une mission claire: promouvoir des pratiques agricoles qui restaurent et préservent les écosystèmes vivants et soutenir les agriculteurs dans leur transition vers les méthodes durables. Fanny n'a jamais cessé d'apprendre et de s'adapter. Sa carrière a évolué du capital risque au coaching d'entrepreneurs et maintenant à la direction de Lively Earth. Elle démontre que la détermination et l'innovation sont essentielles pour créer un impact durable. Dans cet épisode de Nutstalk, Fanny partage son voyage depuis la Silicon Valley jusqu'au champ de culture régénérative. Vous apprendrez également comment cette approche peut apporter des avantages significatifs en termes de biodiversité, de cycle de l'eau et de santé des sols, tout en offrant des bénéfices nutritionnels supérieurs par rapport à l'agriculture conventionnelle. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Alors, bonjour Mehdi, je suis Fanny, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et j'habite à Paris où j'ai grandi. Heu, mais entre-temps, j'ai quand même passé, 9 ans à San Francisco, qui ont vraiment changé ma vie. Que dire d'autre? Je suis passionnée de sport et d'aventure. Donc je fais de la randonnée, du yoga, du trail, de la voile, même du parachutisme, de la plongée ou du squash pour les sports un peu plus intenses. Et puis je pense que, bah, ça illustre un peu le fait que je suis une exploratrice, en quête de sens. Et finalement, j'ai compris il y a assez peu de temps que ma vocation profonde, c'était d'être au service des entrepreneurs. Et c'est ce qui m'a valu, dans ma carrière d'être VC, donc venture capitaliste, d'investir dans des startups, d'être directrice financière pour des startups, leveuse de fonds pour, des startups, des entrepreneurs et puis maintenant, coach d'entrepreneurs et directrice de Lively Earth, qui est un collectif pour développer l'agriculture régénérative en Europe. Et donc finalement être encore là aussi, au service des entrepreneurs que sont, les agriculteurs, qui nous entourent. Oh, tu as un sacré parcours. Alors, Lively Earth, on va en parler un petit peu plus en détail prochainement parce que c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui tu es dans le Nutstalk. Mais j'aimerais parler un petit peu plus de ton parcours parce qu'il est extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous dire vraiment par quoi tu as commencé et comment tu t'es retrouvé loin de la France? Pourquoi tu es revenu? Un peu creuser un petit peu ton parcours. Alors, moi à la base, j'ai été, dès mon plus jeune âge, passionnée par tout ce qui était innovation, et parce que je trouvais que l'innovation allait, servir les hommes, que ça allait nous permettre d'être plus, d'avoir plus de temps pour nos loisirs. Donc je voulais beaucoup, automatiser. Pendant mes études, j'ai fait pas mal de code et je trouvais que c'était chouette de pouvoir automatiser plein de tâches. Et donc du coup, ça m'a et à côté de ça, mes études m'ont amenée à faire de la finance. Donc du coup, finance, innovation, venture capital, et donc je me suis, passionnée pour l'univers de la tech. Est-ce que tu peux juste Hem, préciser pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, venture capital? donc venture capital, investissement en capital dans des entreprises innovantes, ce qu'on appelle communément des startups.
Et, et donc, je me sentais au service de ces entrepreneurs innovants. C'était vraiment génial. J'ai voulu me rapprocher un peu plus du terrain, donc je suis devenue directrice financière. Et puis, au détour d'un passage de vie, je suis partie monter un cabinet de direction financière à temps partagé à San Francisco. Donc San Francisco, c'est la Silicon Valley, la Californie. Dans mon imaginaire, quand j'y suis partie, c'était vraiment la Mecque de l'innovation et des startups. Et puis finalement, ce que j'ai trouvé là-bas, c'était quelque chose de très différent, puisque au fur et à mesure des années, j'ai dévié de la tech pour m'intéresser de plus en plus à la nature et à ceux qui nous y reconnectent. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que la tech nous déconnectait finalement, que les téléphones portables nous empêchaient de nous regarder dans la rue, qu'il y avait aussi des effets néfastes et que c'était peut-être aller un peu trop loin. Et donc j'ai fait une formation de prof de yoga. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature et il en est découlé une quête environnementale qui m'a amenée à l'agriculture régénérative. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose plus particulièrement qui t'a ouvert l'esprit, et qui t'a montré un peu, comment changer de voie? Est-ce qu'il y a je veux dire, il y a eu un déclencheur? Je pense que le déclencheur, ça a été vraiment, oui, ça a été un changement de paradigme. C'était comment la tech va sauver le monde à back to basics, quoi. Donc, la tech, c'est quand même aussi la règle du toujours plus, puisque dans ces startups, il faut grossir, grandir, aller de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et puis j'ai lu, alors il y a peut-être un livre, j'ai lu à ce moment-là la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et donc voilà, comment passer de toujours plus à la sobriété heureuse. Je pense que c'est ça qui a été le déclic qui m'a fait quitter la tech, prendre un an off. En l'occurrence, j'ai démissionné. Mon année off, c'était le Covid, donc c'était assez introspectif comme année. Même si j'avais aussi un enfant de 18 mois avec moi, donc je n'étais pas toute seule. Ouais, parce que finalement tu quittes, pour essayer de te rapprocher de la nature, mais finalement on est confiné, quoi. Voilà. Alors, confiné à San Francisco, c'était pas si mal que ça. On avait quand même le droit de sortir de manière illimitée. Et un des gros avantages de San Francisco, c'est qu'on a un accès très facile à la nature. En 20 minutes, 30 minutes, on est au bord de l'océan, dans une forêt de redwoods, et les parcs étaient ouverts. Donc voilà, donc un an off et qui m'ont fait découvrir l'agriculture régénérative, qui s'est vraiment imposée comme la solution pour moi, la plus élégante à toutes les problématiques climatiques et environnementales que je voulais adresser, mais qui allait encore bien au-delà, puisque au-delà de la partie carbone, on a des bénéfices sur l'eau, sur la biodiversité. On a aussi des bénéfices sur la nutrition, dont on va parler, je pense, aujourd'hui. Et puis, on a des bénéfices plus sociétaux sur la place des agriculteurs dans la société, la reconnaissance qu'on leur porte. Et puis même tout simplement la viabilité économique du modèle agricultural aujourd'hui. Et donc tu es à San Francisco, donc tu as quitté ton travail. Pourquoi tu reviens en France? Combien de temps tu as mis, pour revenir en France entre le moment où tu quittes ton travail, tu es confiné, tu es un peu libre, donc tu as dit pendant un an. Est-ce que c'est à l'issue de ces un an que tu reviens en France? Est-ce que c'est avant?
Non, je suis restée plus longtemps. J'ai d'ailleurs travaillé dans l'agriculture régénérative aux États-Unis. J'ai été leveuse de fonds pour des entreprises de l'écosystème alimentaire régénératif. À l'époque, je levais des fonds pour des marques alimentaires qui voulaient se développer sur cette thématique-là, des certifications. J'ai aussi travaillé avec des projets agricoles ou avec ce qu'on appelle aux États-Unis le missing middle. Donc, c'est toutes les infrastructures qu'il faut relocaliser, puisque l'Amérique est très centralisée. Donc, comment relocaliser des infrastructures de transformation pour valoriser ces produits issus de l'agriculture régénérative. D'accord. Donc, Et, tu as l'air. Vas-y, je et t'en prie. après ça, c'est mon mari qui a trouvé un job en France. Ça faisait 9 ans qu'on était là-bas. On s'est dit, allez, nouvelle aventure. Retour aux sources. Voilà. Tu es sportive, tu aimes la nature. Il y a une question que j'aime bien poser dans le Nut Talk, c'est pour toi précisément, c'est quoi bien manger? Je pense que c'est une nourriture bien mangée, c'est manger une nourriture simple et sobre, très peu transformée, principalement de légumes. Quand finalement mon marché, à aller au marché et à ne faire que ça, c'est que je mange bien. À un moment, tu as parlé de l'agriculture régénérative, c'est la solution. Est-ce que tu peux nous expliquer, ben, déjà, c'est quoi l'agriculture régénérative et pourquoi c'est la solution? Alors, l'agriculture régénérative, c'est une vision holistique de l'agriculture, donc écosystémique de l'agriculture, dont l'objet est de restaurer les écosystèmes vivants, leurs équilibres. Et donc, l'idée, c'est de laisser faire la nature, plutôt que d'essayer de la dominer, de la dompter. Donc, comment est-ce qu'on peut laisser faire la nature tout en produisant des aliments? C'est ça l'agriculture régénérative. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, ensuite, on peut évidemment parler de tout un tas de pratiques qui peuvent se mettre bout à bout pour arriver à ce résultat. Et là, en gros, moi, je résume ça à des pratiques bio, donc sans intrants chimiques, que la nature ne produit pas d'intrants chimiques, et en conservation des sols, c'est-à-dire toutes les pratiques de couverts végétaux, de non-labour ou labour très réduit, qui permettent de protéger les sols et de les laisser vivre tels qu'ils ont envie de vivre. J'en profite pour. On a deux épisodes de podcast où on parle un peu d'agriculture régénérative. Alors, on a surtout un podcast que je parle régulièrement, qui a été fait avec Omi et Thibaut Chausset, qui est vraiment une super marque d'alimentation. Donc, c'est l'épisode 3 du podcast. Chers auditeurs, si ça vous intéresse, il est vraiment très intéressant. Et j'ai également reçu Marc Dufumier, donc, qui est chercheur et qui nous parle un peu de l'agriculture régénérative. On parle un peu plus d'agroécologie, mais c'est des sujets qui sont assez proches et extrêmement intéressants. Donc, l'agriculture régénérative, en quoi elle se distingue de l'agriculture conventionnelle? Alors, elle est effectivement, donc c'est une agriculture qui restaure les écosystèmes vivants plutôt que de les dompter. On peut dire que aujourd'hui, on a un secteur conventionnel qui parle pas mal, enfin de l'agroalimentaire conventionnel, on va dire, qui parle pas mal de régénératif. Donc ça met un peu l'opprobre sur le terme régénératif, puisque aujourd'hui, quand on parle de régénératif, il y a des gens qui vont parler de régénératif en parlant de couverts végétaux, enfin de la mise en place de quelques pratiques bonnes pour le sol, mais qui vont pas très loin dans la restauration d'un écosystème.
alors qu'à la base, l'agriculture régénérative était plus un mouvement qui allait très loin dans, dans la restauration des écosystèmes. On peut penser, alors on pense parfois à la permaculture, mais tout ça, c'est des designs qui permettent de travailler avec la nature et d'impacter le moins possible, en fait, les sols et les écosystèmes vivants. Et du coup, les avantages qu'on retire de cette agriculture régénérative par rapport, donc tu as expliqué comme quoi l'agriculture conventionnelle, ben, on ne fait pas vraiment attention au sol, donc on va mettre peut-être ben, beaucoup plus d'intrants chimiques, on va Mmh. retourner la terre plus profondément, et du coup ça abîme les sols au final. Et donc, quels sont les avantages d'avoir une agriculture régénérative? Alors, les avantages recherchés, ils sont environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc, en termes environnemental, on va bien sûr rechercher à capter un maximum de carbone dans les sols. Donc ça, c'est toute la dimension climat dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment séquestrer du carbone dans les sols grâce à l'agriculture régénérative. Euh, le taux de matière organique dans les sols, qui est basé sur le carbone qui est capté, et influence directement la santé des sols par la structure qui l'apporte dans les sols. Mais au-delà de ça, on va aussi chercher à impacter l'eau, le cycle de l'eau et la biodiversité. Donc la biodiversité, par exemple, en ne labourant pas et donc en permettant à l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans le sol d'être protégés, enfin, de ne pas être, quand on laboure, ça bouge beaucoup, ça casse un certain nombre de dynamiques écosystémiques dans le sol. Et puis, sur la partie eau, en fait, on a toute cette approche au sein des pratiques d'agriculture régénérative qu'on appelle l'hydrologie régénérative, qui consiste à designer des systèmes agricoles de manière à retenir un maximum l'eau dans les sols. Donc, comment ça se fait? Aujourd'hui, quand on a des intempéries, on remarque souvent que les sols s'érodent et que le sol part avec l'eau, ce qui fait des ruissellements et potentiellement des inondations. Avec l'agriculture régénérative, on va essayer de recréer ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, en ralentissant l'eau et en lui permettant de s'évaporer via les plantes et de recréer un cycle local et donc de créer son propre climat. Donc, si on imagine un champ en monoculture d'un côté et que de l'autre côté, on imagine un champ avec des arbres, peut-être un petit lac ou une mare qui récupère les eaux de ce qu'on appelle le bassin versant, donc c'est où est-ce que l'eau s'écoule naturellement. On va se retrouver avec un design qui est beaucoup plus propice à retenir l'eau dans les sols et donc à limiter l'impact à la fois des sécheresses, parce qu'il y a de l'eau quand il n'en tombe pas, et des inondations, parce que l'eau est mieux absorbée et donc ça évite le ruissellement. Pour ceux qui nous écoutent, il y a, Hugo Clément, si je dis pas de bêtises, qui avait fait une vidéo sur, son compte Instagram où il me semble que c'est Hugo Clément, où il comparait une terre, heu, bien nourrie, donc, peut-être pas, régénérative, mais vraiment une terre bien nourrie et une terre, remplie de pesticides et d'engrais. Il mettait les 2 dans l'eau et en fait, on voyait qu'en quelques secondes, en quelques minutes, la terre ben, avec plein de pesticides, plein d'intrants chimiques et cetera, ben, se désagréger, mais vraiment, entièrement quasiment, alors que la terre, qui avait plein de nutriments, des vers de terre et cetera et ben, se tenait, vraiment très, très bien quoi et ne partait pas en lambeaux. Ouais, et on a perdu plus de 30% des terres arables dans le monde dans les 40 dernières années à cause de cette problématique d'érosion du sol Est-ce et qu'il y de a l'agriculture conventionnelle. également des avantages nutritionnels, par rapport au conventionnel d'utiliser une agriculture régénérative? Alors, oui.
Alors déjà, de base, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait, les études le disent, que nos aliments ont perdu 40% de leurs nutriments sur les 50 dernières années. Donc ça, déjà, c'est le problème de base. Ce qu'on sait, c'est que la santé des sols et des animaux est ce qui va influencer la qualité nutritionnelle des aliments. Donc, l'agriculture, le lien entre ça, c'est que l'agriculture régénérative tente d'améliorer la santé des sols, qui elle-même influence la santé, la qualité nutritionnelle des aliments. J'ai une super infographie de la FAO, alors que je ne peux pas partager, je le mettrai peut-être dans un lien, qui vraiment montre à quel point toutes les interactions de chaque vitamine, de chaque minéraux entre le sol, la plante et l'humain, à quel point ces interactions sont fortes. On a différentes. Après, on a deux angles différents. Sur les fruits et légumes, on a plein de recherches qui existent. Alors, c'est surtout aux États-Unis. On peut citer David Montgomery, la Nutrient Density Alliance avec Dan Kittredge, ou encore le Rhode Island Institute, qui est un institut de recherche qui a étudié les différents systèmes donc conventionnels, bio et biorégénératifs sur plus de 40 ans. Donc, ils ont un large dataset. Et donc, eux, en gros, leur conclusion est résumée dans ce chiffre magique que je tiens de Climate Farmers, qui est 11 à 34% plus de nutriments dans des produits régénératifs par rapport à des produits conventionnels. En fait, ça recouvre quand même une large palette de vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels. Donc, c'est assez difficile à condenser dans un chiffre. Mais d'une manière générale, il y a toujours plus de vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et de protéines dans les produits issus de l'agriculture régénérative. Et du côté des produits animaux, là, ça va passer par la nutrition de l'animal, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire, parce qu'une meilleure nutrition animale va donner une meilleure santé pour les animaux et donc de meilleurs produits animaux. Et les recherches là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le ratio optimal oméga 6, oméga 3, il est de 5 pour 1 pour l'homme, mais que notre alimentation, elle est plutôt sur du 10 pour 1. Et que ça conduit à des états inflammatoires chroniques. Et là, on a des recherches qui ont été faites par Pierre Weil, qui est le fondateur de Bleu Blanc Cœur, mais qui a écrit une thèse justement sur ça et qui montre qu'effectivement, en nourrissant mieux les animaux, on permet d'avoir un meilleur ratio oméga 6, oméga 3, beaucoup plus en ligne avec les recommandations sur des produits comme du lait, des œufs ou de la viande. Ah, tu parles de Bleu Blanc Cœur, j'en profite parce que j'ai également interviewé Nathalie Keroas sur le Nuts Talk. C'est l'épisode 17 qui est un épisode vraiment, vraiment, vraiment très intéressant qui parle de tout ce que tu viens expliquer, de la nutrition des animaux, de la qualité, en apportant de la qualité à la nutrition, par exemple, des vaches. Une vache qui va brouter de l'herbe aura un profil, comme tu l'as dit, oméga 6, oméga 3 beaucoup plus intéressant qu'une vache qui finalement va manger des tourteaux de soja qui viennent du Brésil, qui en plus déforeste la forêt et donne une nourriture qui n'est pas du tout adaptée aux animaux. Et donc nous, on va manger ces animaux et donc on va manger une nourriture qui finalement n'est pas adaptée, qui est trop riche et qui n'est pas bonne finalement pour notre santé au long terme. Et en plus, la vache qui a brouté de l'herbe, elle aura remué gentiment le sol dans sa prairie et elle aura permis finalement à la prairie de se régénérer en devenant un élément de l'écosystème prairie qui participe à l'aération des sols.
Ouais, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui de privilégier vraiment une nutrition de qualité plutôt qu'une nutrition de quantité. Alors c'est vraiment difficile, hein, parce que, ben, on a vraiment peur de pas avoir assez à manger et donc ben, on stocke plus, on mange plus et comme ça au moins on se remplit le ventre. C'est vrai qu'il faut arriver à pas forcément à manger beaucoup moins, mais à changer ses habitudes alimentaires petit à petit pour, ben, rien que pour sa santé, mais également pour l'environnement parce que, ben, nos enfants, nos petits-enfants, ben, il faut qu'ils vivent également dans un monde où ils pourront, évoluer, ben, comme eux le souhaitent aussi, sans restriction, quoi. Mmh. Ouais, ça me fait toujours penser à ce livre sur les blue zones qui explique que les gens qui vivent le plus longtemps, donc les blue zones, c'est les endroits dans le monde où les gens vivent le plus vieux et en meilleure santé. Et il démontre que dans ces endroits-là, les gens mangent pas tout à fait jusqu'à satiété. Voilà, ils mangent les justes quantités et ils attendent, ils prennent le temps pour que la satiété arrive après. Oui, mais c'est vrai, ben, il y a une jauge de la satiété, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, qui va de, on va dire, 0 à 10, 0 étant vraiment la famine et 10 étant vraiment, ouais, j'ai fait, enfin, vraiment l'explosion quoi, on mange encore un truc, on vomit et en fait, il faudrait se situer à peu près à 7 pour manger convenablement. C'est, bah, j'ai mangé suffisamment, j'ai pas le ventre trop plein, mais je suis vraiment rassasié, quoi. Mmh mh. Mmh. Mais bon, pour rebondir là-dessus, enfin sur, la qualité versus la quantité, je pense il y a plusieurs angles, qui pourraient, influencer ça. D'abord, déjà, il y a l'approche économique, parce que si on payait le vrai prix des aliments, et ben, on aurait, on 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 irait sans doute plus vers de la qualité que vers de la quantité. Aujourd'hui, comme on sait, alors j'ai pas de données chiffrées sur le sujet, mais que quand on achète une tomate conventionnelle, ou des produits conventionnels, ils sont souvent, gorgés d'eau. L'eau, c'est très bien, on en a besoin, mais on n'a pas forcément envie de l'acheter, à prix d'or. Et donc, alors que des produits issus de cultures bio ou biorégénératives, elles vont avoir plus de nutriments et donc plus de qualité nutritive pour le consommateur, donc potentiellement nécessiter moins de quantité. Après, il y Ouais, a tu parles aussi, des coûts cachés. Est-ce ouais. que tu peux expliquer un petit peu les coûts cachés, dans, l'alimentation? Alors, les coûts cachés dans l'alimentation, ils vont bien au-delà des pratiques agricoles, hein, puisque les coûts cachés de l'alimentation, je crois qu'en France, c'est de l'ordre de 170 milliards d'euros. Et sur ces 170 milliards d'euros, il y en a 30 qui sont sur l'environnement et 134, j'ai le chiffre exact, qui sont sur la santé. Donc, en gros, là, on parle des coûts cachés de l'alimentation. Donc, derrière, il y a tous les modes d'alimentation, produits ultra transformés, etc. Donc, on n'est pas forcément dans le sujet agriculture régénérative là-dessus, et je suis moins. Ce qui est sûr, c'est que une alimentation plus nutritive, compte tenu de ce dont on a parlé plus tôt sur les nutriments, devrait avoir un impact positif sur les coûts cachés, enfin, des coûts cachés moindres. Donc du coup, si on résume bien, pour dans l'agriculture régénérative, on a tous, les «avantages» entre guillemets, du bien-être animal, du bien-être de la santé pour nous et également le bien-être de l'environnement. Exactement, c'est le concept One Health. Et est-ce que ça prend en compte, le fait d'avoir une agriculture, biologique ou c'est vraiment encore quelque chose à côté ou, l'agriculture régénérative englobe le fait que ce soit bio? Alors, c'est un débat d'experts, donc que je te pointais au début, mais effectivement, je pense que moi, quand j'ai commencé à entendre parler d'agriculture régénérative, c'était forcément
bio. Et j'allais dire, c'était du bio plus plus, quoi. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on peut dire, ah, le bio retourne les sols trop. Donc là, c'est du bio qui non seulement n'utilise pas d'intrants de bio, mais aussi fait en sorte que les sols soient contents. Donc, on minimise le travail du sol. On fait en sorte de lui apporter des arbres pour compléter l'écosystème, de développer la biodiversité sur le sol pour en avoir plus dans le sol. Ça, c'est par exemple, moi j'ai été formée chez Kiss the Ground, qui est une association américaine qui développe l'agriculture régénérative, et ça fait partie de la définition. Maintenant, aujourd'hui, on va entendre parler, je sais pas moi, Syngenta ou Cargill vont parler d'agriculture régénérative en disant oui, nous, on supporte l'agriculture régénérative. Bon, clairement, ils ne supportent pas la même agriculture régénérative, ce qui peut poser des problèmes de confiance sur le terme d'ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu les différences que les auditeurs comprennent un peu? Alors, bon, Syngenta, c'est un fournisseur d'intrants chimiques, hein, donc quand Syngenta dit qu'il supporte l'agriculture régénérative, c'est pas qu'il se tire une balle dans le pied, j'imagine. Aujourd'hui, on a une version de l'agriculture régénérative qui est poussée par l'agro-industrie, donc toutes les grosses marques alimentaires, qui consiste à faire un peu en gros de la conservation des sols, mettre des couverts végétaux, réduire le labour, tout en diminuant les intrants chimiques, mais sans se donner forcément d'objectif de les supprimer. Et donc, ils disent, bah, oui, on les diminue, on fait de l'agriculture de précision en mettant des petits capteurs qui vont instiller la dose exacte de glyphosate qu'on veut bien, qu'il faut procurer pour tuer l'herbe. Et voilà, et donc c'est là où le bas blesse. Il y a vraiment deux visions différentes. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, pour clarifier, et c'est ce vers quoi on va chez Lavier, c'est de parler de biorégénératif. Et en soi, le régénératif, c'est bien. Quand je sais pas, Nestlé dit qu'ils font du régénératif, c'est très bien, parce que ça va dans le bon sens. Mais moi, ce qui m'embête, c'est de se contenter de ça. Et donc, je pense que pour clarifier, il faut parler de biorégénératif. Comme ça, au moins, on est clair sur ce dont on parle. Et finalement, le concept de régénération est un concept d'amélioration continue. C'est pas un truc où un jour on est arrivé, ça y est, on est régénéré en fait, puisqu'il s'agit de constamment maintenir les écosystèmes en équilibre. On en arrive un peu à Lively Earth. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et en quoi consiste sa mission? Alors, donc Lively Earth, c'est un collectif non-profit pour promouvoir l'agriculture régénérative en Europe. Donc l'idée au départ, c'était de rassembler des cofondateurs pionniers qui puissent aider à servir d'exemple pour amener d'autres acteurs à se joindre à eux. Donc on a rassemblé par ordre d'arrivée OMI, donc la marque alimentaire régénérative dont tu parlais, Naturalia, qui a vu l'opportunité de montrer qu'on va aller plus loin que le bio. AXA Climate pour son apport sur les sujets d'assurance à la transition et d'assurance à la transition régénérative. Alpina Savoie, qui est une marque de pâtes, le plus ancien pastier de France, qui fait aussi des creusets, les gens le connaissent peut-être pour ça, et qui, eux, ont des démarches, ont une filière bio et aussi une filière conventionnelle et qui les amènent tous vers de l'agriculture régénérative. Crowd Farming, qui est
une entreprise européenne qui aide les agriculteurs à vendre en direct aux consommateurs via des systèmes de panier ou des systèmes d'adoption d'arbres. On peut adopter un avocatier chez Cloud Farming. Et puis Farm for Good, qui est un collectif d'agriculteurs belges en ABC, donc agriculture biologique de conservation, qui représente à peu près 70 agriculteurs et 6000 hectares. Donc, c'est significatif, et qui, eux, ont développé cette coopérative, enfin cette association pour aider les agriculteurs à transitionner, tout en valorisant leur travail via une coopérative de valorisation qui demande aux acheteurs 20% de prime par rapport à un produit conventionnel pour financer à la fois l'agriculteur et ses efforts et la formation de ces agriculteurs. Donc ça, c'était le collectif de départ. Et puis, bien sûr, on n'a pas voulu être tout seul, donc on s'est entouré d'experts. Donc, il y a aussi 11 experts, agriculteurs et scientifiques. Donc, des agriculteurs pionniers en grande culture, polyculture, élevage et en agroforesterie. Et puis des scientifiques. Alors, on a nommé Pierre Veil, qui est dans notre conseil d'experts. On a aussi Charlène Descolonges, qui est spécialiste d'hydrologie régénérative, ou Serge Zaka, qui est lui spécialiste agroclimatologue et qui étudie les impacts des changements climatiques sur nos cultures et comment elles vont évoluer dans les prochaines années. Donc ça, c'est le collectif de départ. Et nos actions, en fait, elles sont de 3 ordres. Le premier, c'est de créer un mouvement. Parce que pour se faire entendre, il faut parler d'une seule voix. Et donc, notre objectif, c'est de rassembler le plus largement possible, au-delà des concurrences, au-delà on va dire des labels, parfois des idéologies, des chapelles de pratiques agricoles, et de dire finalement, tous les gens, quand on parle d'agroécologie, d'agroforesterie, de bio, tout ça, finalement, c'est la même chose. On vise tous la régénération. Donc, arrêtons d'opposer ces pratiques. Elles vont toutes dans le bon sens. Et on doit tous s'unir pour parler d'une seule et même voix et faire peser notre voix dans la politique agricole commune. Donc ça, c'est le premier élément, le mouvement. Ensuite, il y a l'éducation. Donc là, c'est un peu plus large parce qu'on peut parler d'éducation du consommateur, on peut parler d'éducation d'agriculteurs, ou alors on peut parler d'éducation dans les supply chains, donc les marques, etc. Et l'objectif, c'est de développer donc des programmes pour chacun de ces acteurs pour essayer de lever les freins à l'action en leur mettant, en documentant scientifiquement les bénéfices, scientifiquement et économiquement, tous les bénéfices qu'ils pourraient retirer de passer à l'agriculture régénérative et en les aidant à passer à l'action. Ça, c'est le pilier éducation. Deuxième pilier. Et troisième pilier, c'est le financement. On a identifié qu'il y a un manque de financement cruel dans les supply chains, donc à savoir chez les agriculteurs et les petits transformateurs. Il y a une étude européenne qui est sortie en 2023 qui montre qu'en France, les agriculteurs ont un financing gap, je ne sais jamais comment le traduire en français, mais ont eu un manque de financement de 7,5 milliards, qui était plus de 4 fois supérieur à ce qu'il était en 2017. Et donc, ça veut dire qu'il y a 7,5 millions de dettes qui n'ont pas été trouvées par les agriculteurs, soit parce que la banque leur a dit non, soit parce que eux ont dit non, parce que la banque leur proposait des termes qui étaient beaucoup trop adverses, ou alors parce qu'ils n'ont même pas osé demander, mais qu'ils avaient quand même ce besoin.
Et sur ces 7,5 milliards, il y en a à peu près la moitié, on estime, qui sont directement liés aux transitions. Donc, il y a quand même une partie qui est juste du business as usual, mais la moitié liée aux transitions. Donc ça fait beaucoup d'argent qu'il faut aller rediriger vers les agriculteurs. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses. Nous, notre objectif, c'est de lever un fonds de dotation, donc d'utiliser le pouvoir du mécénat pour aller proposer des prêts à taux zéro aux agriculteurs pour financer spécifiquement leur transition, tout en les accompagnant sur la structuration agronomique et sur la structuration des filières, de manière à pouvoir faire de leur transition un succès économique et social. Donc ça, c'est notre objectif à moyen terme. Et entre-temps, on se concentre vraiment sur le plaidoyer et comment finalement flécher aussi des financements publics ou privés d'ailleurs vers ces agriculteurs. On a un exemple alors, dans notre collectif, c'est OMI qui effectivement reverse 1% de son chiffre d'affaires pour aller financer les transitions chez ces agriculteurs, et ce couplé avec une équipe de 4 ingénieurs agronomes, il me semble, donc avec un vrai accompagnement agronomique. Et on voit ces pratiques se développer de plus en plus chez les acteurs de l'agroalimentaire, et ça, c'est quelque chose qu'on veut pousser aussi parce que c'est très efficace et ça a le mérite d'être simple, puisque c'est une entreprise qui influence sa supply chain. Nous, notre objectif est plus large, au sens où on aimerait bien que ce soit du collectif qui ait financé du collectif. Tu parles de supply chain, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas du tout, qui ne parlent pas anglais ou qui ne connaissent pas un peu ce milieu des entreprises? Oui, mea culpa, j'utilise beaucoup d'anglicismes. Je ne me suis pas encore tout à fait remise de mon passage aux États-Unis. Donc, quand j'utilise le terme supply chain, c'est donc les chaînes de valeur agroalimentaire, et donc c'est tout ce qui tous les intervenants de la ferme à l'assiette qui vont donc aussi bien les transformateurs, l'agriculteur, le transformateur, la marque, le distributeur et potentiellement tous les gens dans l'écosystème qui aident ces entreprises à opérer. Super. Alors, tu as parlé de beaucoup de points. Je vais essayer de reprendre certains. Donc, alors, tu as parlé de l'éducation, on y reviendra un petit peu après. Tu as parlé des financements. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc là, vous allez chercher des financements pour aider les agriculteurs. Comment est-ce que vous vous prenez? Combien est-ce que vous cherchez? Combien est-ce qu'il faudrait pour aider ces personnes-là? Et comment vous vous y prenez pour les aider et ramener cet argent? Alors, combien il faudrait? 3 milliards en France. En Europe, au total, c'est 30 milliards qu'il faudrait. Donc, il y a de quoi faire. Mais je te coupe juste vite fait, on rigole, mais oui, c'est des chiffres énormes, mais finalement 30 milliards, quand on voit combien ChatGPT est parti chercher, alors je ne sais plus combien de milliards c'est, je ne les ai plus en tête, mais peut-être pas dire de bêtises, tu sauras peut-être mieux que moi, mais je crois qu'on est peut-être autour des 200 milliards ou quelque chose comme ça. Mais je dis peut-être vraiment une grosse bêtise ou je suis peut-être loin Je du suis compte. plus l'actualité de la tech. OK, mais on est vraiment sur des chiffres astronomiques. Donc quand Ouais. tu dis 30 milliards finalement, c'est presque facile à trouver. Enfin, ça Mmh. devrait être facile à trouver, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, parce que les perspectives de rendement sont pas les mêmes, hein. L'agriculture, c'est quand même un métier, à marge très fine, qui en plus maintenant est soumis à des aléas climatiques très forts. Donc, les banques sont de plus en plus exigeantes finalement, parce que le risque augmente pour une banque de prêter à un agriculteur. Donc, elles sont plus exigeantes.
Elles vont demander, par exemple, que l'agriculteur ait sécurisé la vente de ses produits en amont, en aval. C'est pas donné à tous les agriculteurs. Et puis, un autre élément, c'est que l'agriculture régénérative, elle est par définition plus complexe. Elle est ce qu'on appelle décommoditisée, au sens où au lieu de produire du soja et du maïs, eh ben, il faut aller. L'objectif, c'est d'aller produire beaucoup plus une diversité de céréales ou une diversité de production. Et donc, après, ça veut dire qu'il faut aller les vendre une par une, ces productions. Donc, c'est des plus petits volumes sur des variétés qui peuvent être plus pointues pour les secteurs de l'agroalimentaire. Et donc, il y a toute cette dimension de décommoditisation qui est très importante chez l'agriculteur régénératif et qui l'empêche d'accéder au financement parce que c'est encore un degré de complexité supplémentaire pour le financeur. Donc aujourd'hui, on sait que la finance traditionnelle aura beaucoup de mal à s'intéresser à ces éléments-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la finance traditionnelle, le monde dans lequel je travaillais avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent à l'agtech. Donc l'agtech, c'est toutes les solutions technologiques autour de l'agriculture qu'on nous vend pour sauver l'agriculture dans les prochaines années. Donc, je parlais d'agriculture de précision, c'est un des sujets. Il y a tout ce qui est biorémédiation, biostimulant qui attire les investisseurs. Et donc, tout cet argent-là, eh ben, il va dans des solutions technologiques, alors qu'avec des choses très simples, on est déjà capable de faire des choses bien. Et c'est ce que je disais un petit peu dans le sujet Back to Basics. Je vais avoir l'air d'être anti-tech et c'est pas du tout mon propos. Mais c'est vrai que pour moi, la tech doit venir en support de système et pas devenir la solution. Et puis ensuite, on regarde la vraie vie, quoi. Oui, parce que finalement, après, on en oublie le vivant, on en oublie la terre, on essaie de tout un peu, alors pas forcément robotiser, mais tout avoir des technologies, comme tu dis, de pointe, on va essayer de modifier ça, comme ça, il y aura un peu plus de rendement et tout ça, et puis finalement, on en oublie. On en arrive à aujourd'hui où ça fait plus de 50 ans où on pourrit la terre, et maintenant, on est un petit peu dans le mal parce que la terre manque de nutriments et donc produit des plantes qui n'apportent, je ne vais pas dire rien, mais comme tu l'as dit dans le podcast, 40% en moins de nutriments, quoi. Ouais. Et ce qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est que l'achat à la terre est extrêmement cher aujourd'hui parce que les grosses fermes, elles essayent de plus en plus de s'étendre et donc il y a de moins en moins de petits et ceux qui aujourd'hui veulent se lancer, ne peuvent pas acheter parce que c'est extrêmement cher. Oui, totalement. C'est un des sujets. Donc, on parle donc il y a 400 000 agriculteurs en France, 400 000 fermes. Il y en a 200 000 qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Et 2030, ça commence à arriver vite. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces nouveaux agriculteurs puissent prendre leur place? Parce qu'en gros, on va avoir deux choix. Est-ce qu'on veut des exploitations de plus en plus grandes qui exploitent les ressources naturelles et puis qui produisent à grande échelle et qui effectivement nourrissent la terre, comme il y a beaucoup de gens qui disent ça, comment est-ce qu'on fait pour nourrir le monde? Il faut des exploitations grandes, efficaces, productives, ce qu'on veut. Ou est-ce qu'on veut, à l'inverse des exploitations, est-ce qu'on veut des fermes? Le mot est important, ou des ateliers de production qui sont à échelle humaine et puis qui s'inscrivent dans le territoire. Et donc, si on veut la deuxième option, on a intérêt à aller rendre le métier d'agriculteur désirable. Et pour qu'il soit désirable, il faut qu'il soit viable économiquement et il faut qu'il soit reconnu. Donc, il y a
effectivement, le fait de reconnaître les services écosystémiques comme le carbone, l'eau, la biodiversité et de les rémunérer. Ça, c'est un levier important pour faire venir ces nouveaux agriculteurs. Et puis, un autre levier important, c'est effectivement de répondre à ces besoins de financement du foncier. Ces nouveaux agriculteurs, aujourd'hui, les repreneurs, c'est 60%, c'est des gens non issus du milieu agricole, à qui les établissements financiers font moins confiance. Donc, sur ce sujet du foncier, il y a plusieurs entreprises qui existent. Et j'en citerai une qui est Fève, donc ça s'appelle Ferme en Vie. C'est une foncière citoyenne qui propose de lever de l'argent fiscalement aidé pour permettre à des citoyens d'investir dans de la terre qui sera utilisée, qui sera mise en location à des jeunes agriculteurs, et au bout de 6 ans ou 10 ans, les agriculteurs peuvent racheter la terre à un prix prédéfini. Donc ça permet vraiment de faciliter l'accès au foncier à des jeunes agriculteurs. Alors, vous êtes plusieurs dans Lively Earth. Est-ce que vous vous rémunérez? Est-ce que le collectif fait ça à côté? Et combien de temps ça prend en fait sur chaque personne? Parce qu'il y a tellement de sujets à traiter. Combien de temps ça prend? Alors aujourd'hui, la VR, ça reste une toute petite structure. Moi, je suis volontaire à temps plein parce que c'est un sujet qui me passionne. Et on a quelques consultants autour qui nous aident sur des sujets spécifiques, comme marketing. Et puis sinon, c'est que du volontariat. Donc, on a nos cofondateurs qui se sont engagés à passer du temps chacun, à dédier du temps pour faire avancer ce projet, pour créer du contenu scientifique, éducatif. Alors, quand je dis créer du contenu scientifique, je me corrige tout de suite. On ne réinvente pas la roue, mais notre objectif, c'est plutôt de packager tout ce qui peut exister déjà dans l'écosystème pour le mettre en valeur auprès de membres potentiels ou de gens intéressés par des transitions régénératives. Et on lève des fonds. Je lance une bouteille à la mer. On lève des fonds en tant qu'association pour le bien commun. On est perpétuel en recherche de donateurs. Donc, on a là quelques donateurs qui ont mis dans le projet, qui devraient nous permettre de pouvoir développer, déployer des moyens un petit peu plus importants pour réaliser la mission qu'on s'est fixée. On a déjà parlé des difficultés un peu pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés pour les agriculteurs qui veulent transitionner vers l'agriculture régénérative, ou est-ce qu'on a fait le tour sur ce sujet? Bah, oui, il y a effectivement, bon, déjà, quand on parle d'agriculteurs, on parle de gens qui travaillent en moyenne 54 heures par semaine, tout en ne recevant que 6% du prix final des produits vendus en grande surface. Donc, on parle déjà de gens qui sont dans une certaine précarité, à la fois en termes économiques et en termes d'équilibre de vie. Et puis, effectivement, c'est des agriculteurs qui ont un accès difficile au financement, ou alors qui sont de l'autre côté surendettés. On a un peu les deux aspects de la médaille. Finalement, les agriculteurs, leur gros problème, c'est qu'on leur demande d'assumer absolument tous les risques de la transition. Donc, on leur demande d'assumer les risques financiers, donc sur les investissements nécessaires, les pertes de rendement potentielles, le fait que c'est eux qui vont prendre le risque. Donc, ils vont se dire, tiens, sur ce champ-là, je vais faire quelque chose d'innovant. Je vais potentiellement acheter des semences différentes, peut-être investir dans un équipement.
Et puis peut-être que dans 6 mois, j'aurai une culture, quelque chose à vendre ou pas. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, 1 an, il va être dans une grande incertitude. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet économique. Il y a aussi des risques psychologiques parce qu'on demande quand même à ces personnes de se démarquer d'un modèle qu'on leur a poussé et proposé pendant les 50 dernières années. Donc on leur a dit, pour ceux qui sont agriculteurs aujourd'hui, à qui on a dit, voilà, il va falloir utiliser plein de pesticides, opérer sur des très grandes surfaces, productiviser à fond. Maintenant, on leur demande de faire des choses différentes. Donc ça, c'est quand même c'est un gros frein. Il y a aussi un élément sociologique. La difficulté, c'est que en choisissant de devenir agriculteur bio ou régène, ils se marginalisent de leurs voisins et de leurs voisins conventionnels. Et en fait, ça veut dire, pour un agriculteur installé, ça veut dire perdre ses amis. Parce qu'il y a une grande défiance vis-à-vis de ce genre de changement de pratique, sans doute parce que les voisins conventionnels le voient comme une critique en disant ce que tu fais, en fait, c'est pas bien. Du coup, il y a toute cette dimension sociologique qui est en fait, je le tiens des agriculteurs avec lesquels on travaille, un des plus gros freins au changement. Et puis, il y a toutes les problématiques climatiques dont finalement on n'a pas beaucoup parlé, mais toutes les aléas économiques liés aux sécheresses et aux inondations. On peut penser à, je sais plus en quelle année c'était, mais l'année où il y a eu des gels tellement sévères, des gels tardifs tellement sévères sur les arbres fruitiers qu'il n'y avait plus de fruits de pêche ou d'abricots. Malheureusement, il faut en arriver à des extrêmes comme ça pour que les gens comprennent les impacts que ça a. Pour ceux qui veulent se rendre compte un petit peu là, des difficultés, il y a une série alors, France TV, je sais plus trop, qui s'appelle Jeux d'influence. C'est une super série qui vraiment montre un peu le lobbying et les problématiques. En fait, c'est un agriculteur qui chope un cancer à cause des pesticides et comment il est ben, traîné un peu dans la boue, que ce soit par certains de l'État ou même, comme tu viens de le dire, par ses collègues, parce que lui dénonce les pesticides et ses collègues disent maintenant, et c'est vraiment très intéressant, c'est très profond et je trouve qu'elle est vraiment bien tournée. Donc voilà, si ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas. Du coup, ces agriculteurs, est-ce qu'ils peuvent rejoindre le collectif? Et si ils déjà et comment ça se passe pour rejoindre le collectif? Et quelles aides, aujourd'hui pratiques, vous pouvez leur apporter? Alors, donc on est un collectif assez récent, donc on a d'abord opéré en vase clos, histoire de bien s'aligner. Ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière et en début d'année. Et on a effectivement l'objectif, là, c'est dans les semaines qui viennent, d'ouvrir le collectif à tous ceux qui veulent venir partager. On a par exemple expérimenté un atelier pour des agriculteurs qu'on a appelé l'atelier des fermes du futur. On a rassemblé sur une ferme 6 agriculteurs et autour d'eux des acteurs des chaînes alimentaires, donc des marques, des transformateurs, des financeurs, voilà. Enfin, tout l'écosystème qui s'intéresse à eux et à l'agriculture régénérative. Et l'objectif, c'était déjà de faire ce qu'on appelle un tour de plaine, donc d'aller visiter cette ferme-là, comprendre son histoire, son exploitation, s'en inspirer. Et puis derrière, faire un atelier où on les aide à se projeter finalement dans 10 ans. Alors, ce n'est pas un itinéraire technique, hein, on est plus sur de
de la projection psychologique. De quoi vous rêveriez si vous aviez tous les moyens dont vous disposiez pour votre ferme dans 10 ans. Et les parties prenantes les aident à designer cette vision. Et en fait, l'effet que ça a, c'est que, les retours qu'on a eus, c'est que déjà les agriculteurs connectent entre eux. Et ça, c'est une vraie source d'inspiration les uns les autres. Donc, il y a ce côté se parler entre agriculteurs régénératifs qui est très important. Et puis, d'autre part, il y a une notion d'espoir, de voir toutes ces parties prenantes qui s'intéressent aussi à eux et qui veulent les aider et les écouter. Donc, il y a vraiment les bénéfices que les agriculteurs ils rejoignent, ils tirent, c'est quand ils rejoignent le collectif, c'est ne plus se sentir seul. L'esprit de communauté, l'espoir que ce qu'ils font, ça a une vraie valeur et que ça va être valorisé par des gens. L'émulation entre eux. Et puis le sentiment, je crois, de se sentir écouté, compris, valorisé dans cet écosystème où ils ont été jusqu'à présent souvent la variable d'ajustement. Alors que c'est eux qui nourrissent toute la population, quoi. Ouais. Et ça, je dis ça, évidemment, derrière, il y a les sujets de financement qu'on adresse aussi, mais je pense que, in fine, cette valeur-là, elle est accessible tout de suite et elle va beaucoup plus loin que du financement. C'est important de parler d'argent, je pense, parce que le consommateur, il achète un produit. Et nous, comme on dit chez les Nuts, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Donc, quand on achète un produit de merde qui est pas cher, derrière, il n'y a personne qui vit, il y a tout qui pourrit et ça va pas. Donc, quand le consommateur il achète un meilleur produit, oui, il le paye plus cher, mais il le paye plus cher sur le moment T. Mais après, il ne va pas chez le médecin parce que le produit est de meilleure qualité, la terre, elle est meilleure, les agriculteurs mangent mieux, et tout le monde est plus vertueux, tout le monde est plus heureux, tout le monde mange mieux, c'est un cercle vertueux. Donc oui, il faut arriver à se faire violence, entre guillemets, pour acheter plus cher, mais c'est pas plus cher, c'est moins bien ou c'est mieux, c'est plus cher parce que c'est un vrai produit de qualité et c'est ce qui va permettre d'être en bonne santé, de nourrir tout le monde, etc., quoi. C'est vraiment plus, moi je trouve que c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Alors, c'est sûr que on parle beaucoup du consommateur et de est-ce qu'il va y avoir une prime pour les produits régénératifs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ce marché qui est quand même très émergent, il peut y avoir une prime, mais que, à mon avis, si on se cantonne à ça, ça va rester, entre guillemets, un problème de riches. Donc, parce que les gens peuvent payer pour du bio. Donc, il y a 10% de la population qui paye plus cher pour du bio. C'est déjà que 10%. Et ceux qui payent bio, ils ne vont pas payer 10%. Je ne pense pas qu'ils payent encore plus pour du régénératif. Donc moi, sur cette approche-là, j'ai plutôt envie de parler du citoyen. Et je trouve que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de démontrer que la transition agricole et la justice sociale ne font qu'un. Le citoyen, en fait, il demande surtout de la justice sociale. Et tu vois, quand tu disais, oui, il y a quelqu'un derrière, j'achète ce produit parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière et qu'il va être correctement rémunéré, vivre et qui va aussi faire des bons produits. Je pense qu'il se préoccupe de justice sociale. Et une bonne illustration, c'est qui le patron. C'est qui le patron, le message de base n'est pas autour de la transition. Et pour autant, j'ai envie de dire à C'est qui le patron, oui, votre sujet, c'est la rémunération juste, mais votre sujet, ça devrait aussi clairement la transition. Et je pense que ça l'est, même si ce n'est pas ce qu'ils affichent, mais ça devrait aussi être la transition, parce que ces agriculteurs que vous aidez, si vous ne les aidez pas sur les sujets de transition, ils vont se retrouver complètement vulnérables au changement climatique et leur situation sera encore pire que maintenant.
Il faut voir que pour un agriculteur, finalement, adresser les sujets dans les enjeux du changement climatique, c'est capital aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, il y en a qui vont qui suivent la ligne qu'ils ont tracée parce que c'est difficile de changer, que ça coûte cher, que c'est psychologiquement, ça prend de l'énergie. Mais que ceux qui continuent tels qu'ils ont toujours fait, il y a un moment où ils auront un problème. Après, moi, j'avoue que, enfin, pour être totalement honnête, c'est aussi une manière très égoïste de ma part, parce que forcément, en achetant un meilleur produit, bah, c'est pour moi, en fait. Mm, Enfin, on va pas se mentir, hein. En priorité, moi, je le fais pour moi parce que le produit, ben, a plus de nutriments et de meilleure qualité et donc a un meilleur ratio oméga, 6, oméga 3. mm, Donc non, mais enfin, je ne peux pas se voiler la face, hein. C'est en priorité, c'est moi et ensuite, bien entendu, ben, tant mieux si ça profite à l'agriculteur, à la planète, tout ça et tout. Mais mm, les personnes, en vrai, quand elles achètent un produit, elles pensent à elles. C'est juste que, ben, je pense que la majorité des personnes se concentrent plus sur: «Je vais me remplir le ventre», plutôt que, ben, je privilégie ma santé. Voilà. Je mm. pense que c'est un curseur à remettre un peu, au bon endroit. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça résonne pas mal. J'étais à une table ronde il y a 2 jours sur établir la confiance autour de la régénération. Et donc, on avait un agriculteur autour de la table, Rémi Frisson, qui fait aussi partie du collectif, euh, et qui disait, OK, le bio, c'est la santé, mais en fait, le régénératif, c'est nos libertés. Quand on achète quelque chose de régénératif, on protège nos libertés. On protège notre liberté de sortir entre 14h et 16h en été, parce que lui, aujourd'hui, eh ben, il habite dans le sud et il commence à dire, bah non, en fait, il commence à faire trop chaud à certaines périodes pour qu'on puisse sortir. C'est la liberté de boire de l'eau du robinet, parce qu'il y a certains moments où si on n'a plus d'eau, enfin si on a des problèmes de sécheresse trop profondes, eh ben, on a des restrictions d'eau, enfin, donc finalement, j'aime bien cette approche de dire que au-delà de la santé, on protège nos libertés et que ça, c'est la régénération qui le permet. Et est-ce qu'il y a un label aujourd'hui pour l'agriculture régénérative? Et s'il y en a pas, est-ce que tu sais ou est-ce que tu sais pas, il y en a un qui va venir ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mis en place? Alors, c'est un gros sujet. Venant des États-Unis, aux États-Unis, il y a une qui est un peu plus avancée sur ces sujets regen. Je crois qu'il y a une quinzaine de labels qui existent aux États-Unis. Le label pionnier dont on entend un peu parler en France, c'est ROC, pour Regenerative Organic Certified. C'est un label qui a été co-créé par Patagonia et Dr. Bronner's, donc voilà, qui lui affiche le côté biorégénératif. C'est un label qui se soucie à la fois des sols, mais aussi du bien-être animal et de la justice sociale. Donc, il y a 3 piliers. Il y a un pilier environnement, un pilier justice sociale, un pilier animal pour être certifié. Et ce label, il va arriver en France. On le sait, ils travaillent avec EcoCert qui va être leur organisme tiers vérificateur en France. Aujourd'hui, c'est un label qui explose aux États-Unis. Enfin, quand je dis explose, mais le nombre de produits certifiés a été multiplié par 10 en un an. Enfin, ils ont une croissance assez impressionnante. Après, il y a des labels qui vont être surtout regen, sans forcément être bio. Donc, il y a Regenified, qui eux sont que aux États-Unis, et il y a Land to Market, qui est un label qui s'applique surtout aux produits animaux, à la fois textiles
et alimentaire. Et c'est plutôt de la viande. Et eux, il s'est basé sur, c'est un label qu'on appelle outcome based. Donc, il se base sur le fait de vérifier qu'il y a bien eu régénération des prairies dans lesquelles des animaux ont été élevés. Ça, c'est ce qui se fait aux États-Unis. En France, à proprement parler, il n'y a pas encore de label et pas que j'en connaisse. On parle un peu de Regen Agri, mais je ne saurais pas trop m'exprimer sur ce qu'ils proposent. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on parle avec les tiers vérificateurs, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques alimentaires qui aujourd'hui mettent dans leur référentiel d'impact des éléments Regen. Alors, pas forcément tous, mais en tout cas, ils s'en préoccupent tous. Et donc, que ce soit EcoCert ou Bureau Veritas, ils vérifient beaucoup des cahiers des charges privés, en gros, sur ces sujets. Donc, en attendant qu'il y ait quelque chose de public qui apparaisse. La réalité, c'est qu'il y a aussi cette directive Green Claims qui arrive bientôt et qu'elle sera peut-être plus importante pour l'agriculture régénérative qu'un label régénératif. Au sens où l'agriculture régénérative, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? C'est parce qu'il y a des bénéfices associés, tu en parlais, des bénéfices nutritionnels ou environnementaux. Et donc, le fait de devoir certifier, faire vérifier par un tiers ces bénéfices et ces allégations sur les produits sera peut-être plus convaincante pour les marques pour s'engager là-dessus. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce Green Climb qui arrive? Alors, Green Claims, c'est juste l'obligation pour les marques alimentaires de faire vérifier par un tiers de confiance l'ensemble des allégations qu'ils pourraient mettre sur le packaging. Il y a déjà une date de prévue ou non, c'est pas encore, C'est 2025. Enfin, Mmh. je crois, c'est en cours, mais c'est chaud bouillant. Tu as parlé, on va passer un petit peu du côté éducation, tu as parlé du besoin Mm. d'éducation. C'est quoi le besoin aujourd'hui, pour promouvoir, un peu, cette, agriculture régénérative? Alors, pour promouvoir l'agriculture régénérative, donc au-delà des labels, puisqu'on a dit qu'il n'y en avait pas, je pense qu'il y a plusieurs. On parle souvent d'un outil qui, moi, me plaît bien, qui est le Planet Score. Je pense que le Planet Score, c'est un bon outil pour promouvoir l'agriculture régénérative parce que c'est un outil d'éducation. Pourquoi c'est un outil d'éducation? Parce que au lieu de mettre une note très abstraite sur un produit, on donne au consommateur une granularité de notes sur quand même un format assez concis et en particulier, on le sensibilise au fait que il y a un angle pesticide, il y a un angle biodiversité, qu'il y a qu'il y a un angle bien-être animal. Donc, pour moi, le Planet Score est un super outil d'éducation pour montrer au consommateur que quand il consomme un produit, c'est pas que du Nutri-Score, c'est pas que et ça impacte beaucoup d'aspects. Après, sur l'éducation, je pense que ça va, ça va demander un changement encore de paradigme. Tu vois, les nouveaux modes de distribution. Si on pouvait imaginer un supermarché qui nous proposerait que des produits sains et sobres, cuisinés sur place, ça permettrait aussi avec les agriculteurs mis en avant, ça permettrait aussi d'éduquer. Ouais, il commence à y en sur avoir, ces sujets. quelques-uns là, j'ai reçu, Kelly, la fondatrice, je crois que ça s'appelle Le Bon Marché, de mémoire, qui a ouvert sur Paris. Alors, c'est pas que du régénératif, mais il promeut le bon goût et ils Mmh. choisissent aucun, enfin,
je ne suis pas allé vérifier sur place, mais aucun aliment ultra transformé. Ils essaient vraiment de Mmh. privilégier le minimum transformé. Oui, il y en aura, mais pas d'aliments avec des quelque chose, des additifs ou voilà, l'ultra transformation est Mmh. bannie du magasin, quoi. Donc c'est déjà un premier pas vers, je vais pas dire la régénération, mais vers de meilleurs produits. Mmh. Ouais, je crois qu'il y a Miam aussi à Paris, qui est dans cette, vibe-là où c'est un marché couvert de produits frais et en même temps, ils cuisinent les légumes qui sont un peu en fin de vie et ils les vendent, sous forme de bocaux, enfin C'est super ça. après il y a toute la partie éducation des jeunes consommateurs, des plus jeunes, hein. Ça je pense que in fine c'est capital. On en parle pas mal, mais comment éduquer, les plus petits au bien manger? Au-delà même de on sort du régénératif, on parle juste de bien manger. Comment impacter les cantines et les restaurations collectives? Donc il y a eu des débats récemment sur, les objectifs de 20 de bio dans les cantines et les restaurations collectives sur lesquels le gouvernement était revenu et puis, enfin, et puis finalement ils ont dit que ce serait maintenu. Pardon, les objectifs de bio. Donc ça, c'est des sujets politiques, hein, qu'il faut adresser. Et puis des gens comme des marques comme Omi essayent aussi de mettre ça en avant dans leur marketing en disant finalement comment est-ce qu'on peut manger sain, sobre, des produits peu transformés. Je reviens sur le Planet Score là que tu as dit. J'ai reçu également Sabine Bonneau Mhm. qui parle du Planet Score très précisément. C'est l'épisode numéro 14, si ça vous intéresse, chers auditeurs. Épisode très intéressant également, où Sabine nous explique pourquoi, comment, à quoi ça ressemble, et explique vraiment en profondeur leurs objectifs et le but de ce Planet Score sur les produits. Mm. Comment tu envisages un peu l'évolution de l'agriculture sur les prochaines décennies? Je pense qu'en Europe, tout passe par le réglementaire et que donc notre objectif chez Livelier, je pense que c'est d'impulser une dynamique d'entreprise, de dire comment est-ce que les entreprises peuvent faire leur part prendre leurs responsabilités dans cet écosystème. Tout est écosystème, mais que, in fine, ce sera surtout une manière de créer des preuves de concept concrètes, que l'agriculture régénérative est bien la solution qui va amener tous les bénéfices qu'on lui porte, enfin, et, et que ça servira à dessiner la prochaine PAC, la prochaine politique agricole commune, et que c'est comme ça que les choses bougeront. Donc, je pense que ça va aller, ça va aller dans le bon sens, mais il faut qu'on travaille vite pour pouvoir influencer la prochaine PAC. Il y a d'autres organismes qui se montent là en ce moment au niveau européen. Il y a une alliance qui s'appelle EARA, donc European Alliance for Regenerative Agriculture, qui est, dont l'objectif est d'aller influencer la nouvelle PAC pour faire reconnaître l'agriculture régénérative et qu'elle soit rémunérée. S'il y a un de nos auditeurs qui souhaite s'engager dans l'agriculture régénérative, euh, quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'il ne fasse pas des erreurs et, comme tu as dit, qu'il aille vite mais bien? Alors, ça dépend de quelle manière il veut s'engager, s'il veut devenir agriculteur ou s'il veut monter une marque. Mais je pense que dans tous les cas, il faut être très. Je pense qu'il faut écouter son cœur et se faire confiance, parce que on a besoin d'être très. Les Américains disent grounded, d'être très ancré dans ses propres convictions.
Et puis, l'autre dimension, c'est de s'entourer et de partager, parce que c'est encore une petite communauté. Et donc, il faut surtout pas se priver du support que peuvent représenter les gens qui, qui sont dans cet écosystème, et aussi partager avec eux, jouer collectif. Le collectif, c'est hyper important. On est tous reliés les uns aux autres. On n'est pas les uns contre les autres. Et donc, faire attention de ne pas s'opposer, mais bien de faire avec. C'est très important dans le mouvement régénératif et tout ce dont je parlais au début, de dire, OK, oui, il y a ceux qui voient le bio dedans, ceux qui voient le bio à côté. On est tous dans le même bateau. Et c'est la beauté du terme régénération, je trouve, c'est que finalement, c'est un peu conceptuel, c'est redonner vie aux écosystèmes. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Et en même temps, il ne faut pas être petit bras. Tu as dit s'entourer. Est-ce que tu as un peu des ressources ou des lieux, des endroits ou quelque chose? Parce que souvent, on dit bah, il faut que tu t'entoures, mais les personnes ne savent pas trop comment faire. Est-ce que tu as un peu un petit tips ou quelque chose? Alors, on va bientôt publier une carte de l'écosystème Regen en France, où il y a plus de 300 logos. Donc, il y a de quoi faire quand même dans l'écosystème agricole. De toute façon, l'écosystème Regen et l'écosystème agricole sont assez proches. Enfin, il y a toute une partie du monde agricole qui est en train d'évoluer vers du Regen. Après, nous, notre objectif chez Livelier, c'est aussi de proposer ça, hein, enfin, à notre échelle aujourd'hui, mais l'objectif, c'est de se déployer le plus largement possible. Il y a des associations, il y a, je pense à décompacter de l'ABC. Alors, c'est des trucs très techniques, mais décompacter de l'agriculture biologique de conservation. Donc, mais c'est vrai, c'est des groupes agricoles, voilà, où les gens se retrouvent et pensent ou regardent au même endroit. Et puis, il y a aussi, je crois qu'il y a une boîte qui s'appelle AgroLeague. Alors, je ne les connais pas bien, mais j'ai vu passer ça, AgroLeague, qui propose des services agronomiques aux agriculteurs, mais aussi des tours de plaine, et qui a l'air d'être assez orienté sur les pratiques de transition. Super, bah merci beaucoup. Voilà. On Et les arrive tout chambres doucement à la... d'agriculture. Oui, ben oui. On arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation ou ton snack favori? Ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Je crois que c'est définitivement le chocolat noir. Et c'est un peu coupable parce que l'empreinte carbone n'est pas terrible quand même. Chocolat noir à combien de pourcents? Plus de 85. Ok. Eh ben, merci beaucoup Fanny en tout cas pour toutes ces explications. Si on veut un petit peu plus, bah, soit de Fanny, soit de Lively Earth, et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, on a un compte LinkedIn chez Lively Earth, qui est sans doute la meilleure manière de nous suivre. Et moi aussi sur LinkedIn, Fanny Corpet-Sauvageon. Super, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Ce fut un super épisode. J'espère que on a apporté un maximum de valeur à nos chers auditeurs. Et puis, ben, moi, je te dis bonne journée et puis à une prochaine. Salut Mehdi, merci. Salut! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.